Le silence glacial de la salle d'audience du tribunal de grande instance de Paris était plus assourdissant que n'importe quel cri. Assise droite sur le banc inconfortable, Clara fixait un point invisible au-dessus de la tête du juge, son visage une toile de sérénité troublante. Autour d'elle, l'air était saturé du parfum coûteux de la victoire anticipée. Arnaud, son mari millionnaire, la dévisageait avec un mépris à peine voilé, son costume sur mesure criant sa supériorité. À ses côtés, sa maîtresse, Véronique, esquissait un sourire venimeux, ses yeux brillants d'une cruauté triomphante. La voix de l'avocat d'Arnaud, maître Dubois, résonnait contre les murs lambrissés. Chaque mot était une pierre lancée pour lapider la réputation de Clara. Il la peignait comme une profiteuse, une mère négligente, une femme de peu indigne de porter le nom de son mari et, plus encore, d'élever ses héritiers. Tous les regards étaient tournés vers elle, attendant qu'elle s'effondre, qu'elle pleure, qu'elle supplie. Mais Clara restait immobile, son calme devenant une insulte silencieuse à leur arrogance. Sur son pupitre, le juge ajusta ses lunettes, son regard s'attardant une seconde de trop sur une simple enveloppe en papier kraft, scellée et anonyme, qui semblait contenir le poids de tout leur destin. Maître Dubois poursuivait sa diatribe, sa rhétorique ciselée pour démolir non seulement les prétentions financières de Clara, mais son essence même de mère. Il évoquait son manque de raffinement, ses origines modestes, comme des tares qui contamineraient inévitablement l'avenir prestigieux des jumeaux. Chaque accusation était une humiliation publique, orchestrée pour la briser devant une assemblée de journalistes et de membres de la haute société venus assister au spectacle de sa chute. Arnaud opinait gravement à chaque charge, jouant le rôle de la victime trahie, tandis que Véronique, assise au premier rang comme si elle était déjà la nouvelle maîtresse de maison, savourait chaque instant. Clara sentait la vague de honte et de colère monter en elle, mais elle la repoussait, la transformant en une force froide et tranquille. Elle avait passé des années à être traitée comme un accessoire décoratif, une simple formalité dans la vie d'Arnaud. Cette audience n'était que l'apogée de cette longue et douloureuse dévalorisation. Elle se remémora les nuits blanches, les doutes, la peur qui l'avait rongée. Mais aujourd'hui, la peur avait cédé la place à une détermination d'acier, forgée dans le feu de l'injustice et l'amour inconditionnel pour ses enfants. Le contraste entre les deux camps était saisissant, une véritable mise en scène du pouvoir contre la vulnérabilité apparente. Arnaud incarnait la richesse héritée, l'arrogance de ceux qui n'ont jamais eu à se battre pour quoi que ce soit. Son assurance était palpable, nourrie par une armée d'avocats et une fortune qui semblait infinie. Véronique, avec sa bague en diamant étincelante et sa robe de créateur, était le symbole de l'ambition calculatrice, une femme prête à tout pour s'assurer une place au sommet. Face à eux, Clara, dans sa robe simple mais élégante, semblait terriblement seule, une proie facile dans cette arène de loups. Pourtant, ceux qui la connaissaient vraiment, ou du moins ceux qui prenaient la peine de la regarder attentivement, pouvaient déceler une lueur dans ses yeux qui n'était pas celle de la défaite. Si vous appréciez les histoires où les puissants, aveuglés par leur propre suffisance, finissent par trébucher sur la dignité et l'intelligence de ceux qu'ils méprisent, alors vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous à notre chaîne et activez les notifications, car la chute qui s'annonce sera aussi spectaculaire que juste, et vous ne voudrez pas en manquer une seconde. L'avocat d'Arnaud présenta ensuite l'offre de règlement, la qualifiant de plus que généreuse, avec une condescendance insultante. Une pension alimentaire dérisoire, la perte de la garde principale des enfants et l'obligation de quitter l'hôtel particulier familial sous 30 jours. C'était une sentence, pas une proposition. Il décrivait un avenir où Clara serait effacée, renvoyée à l'anonymat de ses origines, tandis qu'Arnaud et Véronique élèveraient les jumeaux dans le luxe et le prestige qu'ils estimaient leur être dus. Le message était clair, elle n'avait jamais fait partie de leur monde, et il était temps pour elle de disparaître. La salle entière semblait retenir son souffle, convaincue que l'affaire était pliée. Le juge lui-même gardait un visage impassible, mais ses doigts tapotaient doucement sur la fameuse enveloppe Kraft, comme pour en tester le poids. Pour tous les observateurs, la balance de la justice penchait irrémédiablement du côté de l'argent et de l'influence.
Il ne pouvait pas savoir que Clara avait apporté avec elle une vérité si explosive qu'elle ne renverserait pas seulement la balance, mais la ferait voler en éclats, emportant avec elle tout l'édifice de mensonges sur lequel Arnaud avait bâti sa vie. Alors qu'Arnaud et Véronique échangeaient un regard complice, un murmure de victoire silencieuse, le comportement de Clara devint soudain le centre de l'attention. Elle ne baissait pas les yeux. Au contraire, elle les leva et croisa le regard de son propre avocat, Maître Legrand, un homme discret mais redoutable. C'était un signal, un instant de communication silencieuse qui passa inaperçu de leurs adversaires. Ce n'était pas le regard d'une femme acculée, mais celui d'une joueuse d'échecs qui voyait déjà plusieurs coups à l'avance. Le juge, sentant un changement dans l'atmosphère, se racla la gorge, attirant l'attention de tous. Il prit l'enveloppe entre ses mains, le bruit du papier froissé résonnant comme un coup de tonnerre dans le silence tendu. Pourquoi cette femme, que l'on décrivait comme faible et dépendante, semblait-elle soudain détenir un pouvoir invisible ? Qu'y avait-il dans cette simple enveloppe qui pouvait faire trembler un empire financier ? L'arrogance d'Arnaud l'avait empêché de voir les signes, de comprendre que la femme qu'il avait sous-estimée pendant des années avait passé les derniers mois à préparer minutieusement le champ de bataille sur lequel il se croyait déjà vainqueur. La question des jumeaux était au cœur du débat, l'arme la plus cruelle utilisée par Maître Dubois. Il soutenait que leur éducation serait compromise par une mère sans relation ni culture du monde. Il parlait d'écoles prestigieuses, de cercles sociaux exclusifs, d'un héritage à préserver. Des choses que, selon lui, seule une femme comme Véronique pourrait offrir. Arnaud écoutait, son visage se durcissant à l'idée que ses fils puissent être privés de ce qu'il considérait comme leur droit de naissance. Il avait toujours vu ses enfants comme une extension de lui-même, des symboles de sa réussite. L'amour paternel était pour lui une question de patrimoine, pas d'affection. Clara, en revanche, ne voyait que ces deux garçons, leur rire, leur peur, leur personnalité si distincte. Elle se battait non pas pour un style de vie, mais pour leur bien-être, pour leur droit d'être aimés, pour ce qu'ils étaient, loin des calculs froids de la haute société. Pendant que son avocat la dépeignait comme une menace pour leur avenir, elle pensait à la découverte qu'elle avait faite des mois plus tôt, un secret médical si choquant qu'il redéfinissait la notion même de famille et d'héritage. Un secret qui dormait, prêt à exploser, dans l'enveloppe que le juge tenait désormais. Cette humiliation publique n'était que l'écho d'une scène privée qui avait tout déclenché. Clara se souvint de ce dîner de famille quelques mois auparavant dans le grand salon de l'hôtel particulier. Entouré de ses parents snobs et de ses frères et sœurs complices, Arnaud avait levé son verre, non pas pour célébrer leur anniversaire de mariage, mais pour annoncer sa décision de la quitter. « Il est temps pour moi d'avoir une femme à ma hauteur, une femme de mon monde », avait-il déclaré, son regard se posant sur Véronique, invitée pour l'occasion. Le silence qui avait suivi n'était pas empreint de choc, mais d'approbation. Personne n'avait pris sa défense. Elle avait été jugée et condamnée par sa propre belle famille, qui ne l'avait jamais acceptée. Cette nuit-là, en rentrant dans sa chambre, elle avait compris que la gentillance et la dévotion ne lui achèteraient jamais le respect. La douleur avait été immense, mais elle avait fait naître en elle une nouvelle résolution. Elle ne se laisserait plus piétiner. Si Arnaud voulait la guerre, il l'aurait, mais elle se battrait sur un terrain qu'il ne soupçonnait même pas, avec des armes qu'il ne pouvait ni voir ni acheter. La vérité et l'instinct d'une mère. De retour dans le présent, la plaidoirie de Maître Dubois touchait à sa fin. Il conclut avec une phrase assassine. En somme, monsieur le juge, accorder à madame ce qu'elle demande reviendrait à récompenser l'opportunisme et à pénaliser le mérite. Arnaud se rengorgea, visiblement satisfait. Véronique passa une main manucurée sur son bras, un geste de possession définitive. Le piège s'était refermé et ils étaient persuadés que Clara était prise au dépourvu, écrasée sous le poids de leur pouvoir et de leur mépris. Un silence lourd s'installa, celui qui précède un verdict. Mais ce n'était pas le verdict qu'ils attendaient. Le juge, ignorant superbement la conclusion théâtrale de l'avocat, tapota l'enveloppe sur son bureau. « Maître Dubois, votre plaidoirie est notée, dit-il d'une voix neutre. Cependant, il reste un dernier élément à verser au dossier. Une requête déposée par Madame Clara elle-même, concernant une vérification de paternité. » Un frisson parcourait l'assemblée.
Arnaud fronça les sourcils, surpris mais pas encore inquiet. Il pensait que c'était une manœuvre désespérée. Il ne savait pas que cette enveloppe ne contenait pas une question, mais une réponse. Une réponse qui allait faire s'écrouler son monde comme un château de cartes. Pour comprendre le calme glacial de Clara dans cette salle d'audience, il faut remonter le temps à une époque où son monde n'était pas fait de marbre froid et de regards méprisants, mais de promesses murmurées dans un petit appartement parisien. Elle avait rencontré Arnaud lors d'une foire d'artisanat dans sa Provence natale. Il était le riche héritier en vacances, fasciné par sa spontanéité et son talent pour la restauration de céramiques anciennes, une passion qu'il qualifiait alors d'authentique. Pour elle, elle avait tout quitté, son atelier, sa famille, le soleil du Sud. Elle croyait en son amour, en sa promesse d'une vie où sa douceur serait son plus grand atout. Les premières années furent un tourbillon. Elle apprit les codes de la haute société, s'efforçant de plaire à sa belle famille qui ne voyait en elle qu'une jolie distraction, une parenthèse exotique dans la vie bien rangée de leur fils. Elle abandonna ses propres ambitions, se persuadant que son nouveau rôle de soutien était une forme d'accomplissement, une preuve d'amour inconditionnel. Elle ne réalisait pas encore qu'elle construisait sa propre cage dorée, une prison dont Arnaud détenait la seule et unique clé. Son dévouement devint le socle invisible de la réussite grandissante d'Arnaud. Pendant qu'il gravissait les échelons du conseil d'administration de l'entreprise familiale, Clara transformait leur hôtel particulier en un havre de paix et d'efficacité. Elle gérait une armée de domestiques, organisait des dîners d'affaires impeccables qui cimentaient ses alliances et s'occupait de l'éducation des jumeaux, Alexandre et Léo, avec une tendresse infinie. Elle était la directrice non rémunérée de leur vie privée, une architecte de l'ombre dont le travail permettait à Arnaud de briller en pleine lumière. Mais sa contribution était systématiquement ignorée, voire dénigrée. Sa belle-mère lui rappelait constamment ses origines modestes, suggérant que le bon goût de la maison était le fruit de décorateurs coûteux et non de son propre sens de l'esthétique. Arnaud, quant à lui, s'habituait à ce confort, le considérant comme un dû. Il oublia vite que derrière chaque succès professionnel se cachait une femme qui sacrifiait un peu plus d'elle-même chaque jour, polissant sa gloire avec les fragments de ses propres rêves brisés, une réalité qu'il ne voulait plus voir. L'arrivée des jumeaux aurait dû être l'apogée de leur bonheur, le sceau de leur union. Pour Clara, ce fut le cas. Tenir Alexandre et Léo dans ses bras pour la première fois fut un moment de pure magie, une révélation de l'amour inconditionnel. Elle se plongea corps et âme dans la maternité, trouvant dans les rires et les besoins de ses fils un but qui transcendait toutes les déceptions de son mariage. Pour Arnaud, cependant, les enfants étaient avant tout des héritiers, des symboles de sa lignée et de sa puissance. Il aimait l'idée d'être père, mais beaucoup moins la réalité. Les nuits blanches, les pleurs, les maladies infantiles étaient des désagréments qu'il déléguait entièrement à Clara, la considérant comme la seule responsable de leur bien-être. Il se montrait en père parfait lors des événements sociaux, posant pour les photographes avec ses fils sur les genoux, mais une fois les portes refermées, il se retirait dans son bureau, laissant Clara seule face à l'immense tâche d'élever 2 enfants. Le fossé entre eux se creusait, et les jumeaux, sans le savoir, devenaient le miroir de cette fracture béante qui séparait leurs parents. C'est dans ce contexte que Véronique, une amie d'enfance d'Arnaud, réapparut dans leur vie, tel un serpent élégant et venimeux. Divorcée et cherchant à retrouver sa place dans la haute société, elle vit en Arnaud une proie idéale. Elle était tout ce que Clara n'était pas, issue du même monde, cynique, calculatrice et experte dans l'art de la flatterie manipulatrice. Elle commença par se positionner comme une confidente pour Arnaud, écoutant ses plaintes sur sa vie conjugale qu'il décrivait comme étouffante. Avec une habileté diabolique, elle semait le doute dans son esprit, présentant la dévotion de Clara comme une forme de faiblesse, son manque d'intérêt pour les intrigues mondaines comme un signe de stupidité. Elle le persuadait qu'il méritait une femme qui soit son égale, une partenaire de pouvoir, pas une simple gardienne de foyer. Chaque compliment qu'elle lui faisait était une critique déguisée envers Clara. Lentement mais sûrement, il tissait sa toile, isolant Arnaud de sa femme et le préparant à l'idée qu'un avenir sans elle était non seulement possible, mais souhaitable. La cruauté d'Arnaud, d'abord subtile, devint alors une arme qu'il maniait ouvertement. Les petites piques se transformèrent en humiliation publique.
Lors d'un dîner avec des amis, il se moqua de sa prononciation d'un mot anglais, déclenchant les rires complices des invités, y compris celui de Véronique. Il critiquait ses choix vestimentaires devant les vendeuses des boutiques de luxe, la traitant comme une enfant sans goût. Il oublia leur anniversaire de mariage, mais offrit à Véronique un bracelet de diamants pour la remercier d'un conseil en investissement. Clara endurait en silence, se réfugiant dans l'amour de ses fils, espérant encore que l'homme qu'elle avait aimé referait surface. Mais cet homme était mort, remplacé par un monstre d'arrogance nourri par l'adulation de sa maîtresse. Il ne la voyait plus comme sa femme, mais comme un obstacle, un vestige embarrassant de son passé qu'il devait effacer pour construire sa nouvelle vie. Chaque jour, il lui retirait un peu plus de sa dignité, la préparant à être jetée sans ménagement, convaincue qu'elle n'aurait jamais la force de se défendre. La première fissure dans l'édifice de mensonges apparut de la manière la plus inattendue. Léo, l'un des jumeaux, développa une anémie rare qui nécessita une série d'examens médicaux approfondis. Clara passa des semaines à jongler entre les hôpitaux et la maison, son anxiété de mère occupant chaque pensée. Arnaud, lui, se montrait exaspéré par la situation. Il se plaignait du coût des consultations et voyait la maladie de son fils comme une imperfection inacceptable dans son tableau familial parfait. Il alla jusqu'à suggérer que cette fragilité venait sûrement du côté de la famille de Clara, une remarque cruelle qui la blessa profondément. Durant cette période, Véronique se montrait étrangement protectrice envers Alexandre, l'autre jumeau, l'emmenant faire des sorties et le couvrant de cadeaux, tout en ignorant presque complètement Léo. Pour tout le monde, cela passait pour de la gentillesse. Mais pour Clara, qui observait tout avec une acuité nouvelle, ce comportement sélectif commençait à ressembler à une anomalie, une pièce de puzzle qui ne trouvait pas sa place dans le tableau d'ensemble. Le doute s'installa définitivement lorsqu'un hématologue, en examinant les résultats des tests génétiques de Léo, fit une remarque en passant. « C'est curieux, dit-il en fronçant les sourcils, certains de ces marqueurs génétiques sont très rares et ne correspondent ni à vous ni au profil que nous avons de monsieur. » La phrase, lâchée sans intention malveillante, frappa Clara comme la foudre. Elle se sentit glacée jusqu'aux os. Cette nuit-là, incapable de dormir, elle se leva et alla chercher les albums de naissance. En regardant les photos floues de la maternité, un souvenir lui revint. La confusion du jour de la naissance, une brève coupure de courant, une infirmière qu'elle n'avait jamais revue. Et puis, un autre souvenir, plus net, Véronique, lui rendant visite à la maternité, le visage fermé, tenant dans ses bras son propre nouveau-né, un garçon né la même semaine. Une idée monstrueuse, impensable, commença à germer dans son esprit. Et si la vérité était bien plus terrible que la simple infidélité de son mari? Et si le mensonge était à la base même de sa famille? Poussée par une intuition qu'elle ne pouvait plus ignorer, Clara organisa en secret un test ADN. Obtenir les échantillons fut un exercice de furtivité angoissant. Une mèche de cheveux de Réo coupée pendant son sommeil, un coton-tige discrètement passé dans la bouche d'Alexandre et des cheveux récupérés sur une vieille brosse d'Arnaud. Elle envoya le tout à un laboratoire réputé sous un nom d'emprunt et attendit. L'attente fut une torture, chaque jour la faisant osciller entre l'espoir d'avoir tort et la terreur d'avoir raison. Quand les résultats arrivèrent par courrier sécurisé, elle s'enferma dans la salle de bain, le cœur battant à tout rompre. Le rapport confirmait ses pires craintes. Alexandre était bien le fils biologique d'Arnaud, mais Léo ne l'était pas. Un abîme s'ouvrit sous ses pieds. La trahison de son mari n'était rien comparé à cette révélation. Elle comprit alors l'ambition démesurée de Véronique. Elle n'avait pas seulement volé son mari, elle avait échangé son propre fils pour s'assurer qu'il soit élevé comme un héritier, plaçant son pion sur l'échiquier des années avant même de commencer la partie. Le choc initial laissa rapidement place à une rage froide et déterminée. Clara comprit immédiatement qu'une confrontation directe serait inutile. Arnaud ne la croirait jamais, et Véronique nierait tout avec l'aplomb d'une actrice consumée. Il la ferait passer pour folle, utilisant sa détresse pour la discréditer davantage. Elle avait besoin d'une stratégie, d'une preuve irréfutable, qui ne pourrait être ni contestée ni balayée par le pouvoir de l'argent. C'est là qu'elle contacta Maître Legrand, un avocat dont la réputation de discrétion et d'efficacité était légendaire. Dans son bureau austère, elle lui raconta toute l'histoire, étalant les résultats du test ADN sur la table en acajou. L'avocat l'écouta sans l'interrompre, son visage impassible ne trahissant aucune émotion. Quand elle eut fini, il resta silencieux un long moment avant de dire « Madame, nous n'allons pas nous battre pour une pension.
Nous allons nous battre pour la vérité. Mais pour cela, il faut qu'ils continuent à vous sous-estimer. Jouez le rôle qu'ils vous ont assigné. Laissez-les s'enfoncer dans leur arrogance. Le tribunal sera notre théâtre et la vérité notre acte final. Le plan était en place et Clara joua son rôle à la perfection. Elle se montra abattue, résignée, laissant Arnaud et Véronique croire qu'ils avaient gagné. Cette apparente faiblesse les a engourdis. Se sentant invincible, Arnaud décida d'accélérer les choses, de l'humilier, de la marquer une dernière fois pour bien marquer sa victoire. Il organisa ce fameux dîner de famille, invitant Véronique comme future maîtresse de maison. Devant ses parents et ses frères et sœurs, il annonça sa décision de divorcer, la qualifiant d'erreur de jeunesse et présentant Véronique comme la femme qui lui était enfin destinée. Personne ne protesta. Clara encaissa l'humiliation, le visage pâle, mais le cœur rempli d'une détermination de glace. Cet acte de cruauté suprême était exactement ce dont Maître Legrand avait besoin. C'était la preuve ultime de son mépris, le clou final qu'Arnaud plantait lui-même dans son propre cercueil. En la jetant publiquement, il venait de donner à Clara la justification morale parfaite pour déclencher la bombe, qu'elle gardait précieusement, préparant le terrain pour la bataille finale au tribunal où les masques tomberaient enfin. Les jours qui suivirent la déclaration de guerre d'Arnaud furent une descente aux enfers orchestrée avec une précision sadique. La première salve fut tirée dans le hall majestueux de l'hôtel particulier sous le regard impassible des portraits de familles ancestraux. Arnaud, flanqué de Véronique qui portait déjà l'assurance d'une maîtresse de maison, informa Clara que des décorateurs d'intérieur viendraient le lendemain. « Véronique a un goût exquis, elle va redonner un peu de vie à cet endroit », lança-t-il, son ton dédaigneux suggérant que les 15 années que Clara avait passées à faire de cette demeure un foyer n'étaient qu'une longue faute de goût. Véronique, un sourire en coin, ajouta « Ne t'inquiète pas, Clara, nous garderons la chambre des enfants intacte, pour l'instant. » Chaque mot était une gifle, une affirmation de son pouvoir. Clara, debout au milieu du marbre froid, se sentit comme une étrangère, une locataire dont le bail venait d'expirer brutalement. Elle regarda les murs qui avaient abrité ses joies et ses peines et comprit qu'on ne lui prenait pas seulement une maison, mais les vestiges de sa propre identité, effacés pour faire place à une autre. La honte devint sa compagne de tous les instants. Elle l'éprouvait en croisant le personnel dont les regards oscillaient entre la pitié et un respect craintif pour la nouvelle puissance en place. Elle se réfugiait dans l'aile des enfants, transformant leur chambre en une forteresse contre l'invasion de Véronique. C'est là, au milieu des dessins d'enfants et des jouets éparpillés, qu'elle laissait les larmes couler en silence, la nuit, lorsque les jumeaux dormaient. La douleur était physique, une oppression constante dans sa poitrine. Elle se sentait jetable, comme un meuble démodé qu'on relègue à la cave. Chaque rire qu'elle entendait provenir du salon où Arnaud et Véronique recevaient leurs amis était qu'une torture. Elle se remémorait les promesses d'Arnaud, ses mots d'amour d'autrefois, et se demandait à quel moment l'homme qu'elle avait épousé s'était transformé en ce bourreau insensible. La solitude était abyssale. Elle était seule face à une machine de destruction sociale et émotionnelle, et sa seule raison de tenir debout étaient les deux petits visages endormis qui dépendaient entièrement d'elle, ignorant le drame qui se jouait autour d'eux. L'humiliation suivante fut publique lors du gala annuel de la fondation de la famille d'Arnaud. Il l'avait forcée à venir pour maintenir les apparences jusqu'au jugement. Elle portait une robe simple, élégante mais discrète, se sentant comme une ombre au milieu des tenues de haute couture et des parures de diamants. Véronique, bien sûr, était la reine de la soirée, resplendissante dans une robe rouge sang, un collier de saphir étincelant à son cou. C'était le collier qu'Arnaud avait dit vouloir offrir à Clara pour leurs 20 ans de mariage. S'approchant d'elle avec un air faussement compatissante, Véronique lui prit la main. « Oh, ma chère, tu portes encore cette bague, c'est touchant cette loyauté. Mais tu sais, certaines choses ont une date de péremption. » Le venin était enrobé de miel, et les quelques femmes qui les entouraient échangèrent des sourires entendus. Clara retira sa main, son alliance lui semblant soudain brûlante. Elle sentit tous les regards sur elle, la jugeant, la disséquant, la condamnant, comme la femme dépassée, celle qui n'avait pas su garder son mari. Elle resta stoïque, mais à l'intérieur, un autre morceau de son cœur venait de se briser. Le week-end suivant, lors du déjeuner dominical dans le manoir de campagne de ses beaux-parents, le mépris de la famille se manifesta sans la moindre retenue.
Clara fut reléguée au bout de la table comme une parente pauvre tolérée par charité. La conversation tournait exclusivement autour d'Arnaud et de Véronique, de leur futur voyage à Gstaad, de la rénovation de l'hôtel particulier. La mère d'Arnaud ne cessait de louer le dynamisme et le sens du style de Véronique, des compliments qui étaient autant de critiques implicites envers Clara. Personne ne lui adressa la parole, sauf pour lui demander de passer le sel ou de s'assurer que les jumeaux ne faisaient pas trop de bruit. Elle était devenue invisible, une présence fantomatique dont on reconnaissait l'existence que par sa fonction de mère. Le pire fut lorsque son beau-frère, un homme aussi arrogant que son aîné, lança à la cantonade « Au moins, avec ce divorce, Clara aura enfin l'occasion d'apprendre un vrai métier. Il n'est jamais trop tard pour commencer, n'est-ce pas ?» Le rire gras qui suivit scella son exclusion définitive du cercle familial. Elle n'était plus une bru, mais un fardeau dont on se débarrassait avec soulagement. Cette transformation en servante invisible se concrétisa quelques jours plus tard. Alors qu'Arnaud et sa famille se préparaient pour une soirée à l'opéra, sa belle-mère s'approcha d'elle avec un naturel désarmant. « Clara, vous resterez avec les enfants ce soir, n'est-ce pas? La nounou est malade et il est hors de question de les laisser avec une inconnue. » Ce n'était pas une question, mais un ordre. Clara regarda le groupe endimanché, les robes de soirée, les bijoux, l'excitation d'une soirée mondaine dont elle était désormais exclue. Elle, qui avait organisé des dizaines de soirées de ce genre, était maintenant consignée au rôle de baby-sitter non rémunéré. Pendant qu'il partait dans un éclat de rire, elle monta à l'étage et s'assit sur le lit de ses fils, écoutant le silence de la grande maison. Elle comprit alors avec une clarté douloureuse que son seul rôle aux yeux de cette famille avait toujours été celui d'une gardienne. Gardienne de la maison, gardienne des enfants, gardienne de la réputation d'Arnaud. Maintenant qu'une nouvelle gardienne, plus prestigieuse, était trouvée, elle devenait superflue, un simple rouage usé que l'on pouvait jeter sans un regard en arrière. La cruauté d'Arnaud ne connaissait aucune limite et s'étendit même à la sphère professionnelle. Pour retrouver un semblant d'autonomie et de dignité, Clara avait commencé à travailler à temps partiel dans une petite galerie d'art renommée du Marais, renouant avec sa passion pour la céramique. C'était son jardin secret, un endroit où elle n'était pas la femme d'eux, mais simplement Clara. Un après-midi, le directeur de la galerie, un homme habituellement affable, la convoqua dans son bureau. Gêné, il lui expliqua qu'il devait mettre fin à leur collaboration. « Écoutez, Clara, vous êtes talentueuse, mais nous avons une clientèle très spécifique. Il nous faut quelqu'un avec un carnet d'adresses plus fourni, plus de prestige. » Clara comprit immédiatement. Arnaud était l'un des mécènes de la galerie. D'un simple coup de fil, il venait de lui arracher ce dernier lambeau d'indépendance. Il lui envoyait un message clair. Hors de son ombre, elle n'était rien. Elle ne pouvait ni travailler, ni exister sans sa permission. En quittant la galerie, la pluie fine de Paris lui sembla se moquer de sa détresse. Il ne lui laissait aucune issue, la poussant délibérément vers le gouffre. Véronique, de son côté, menait une guerre psychologique plus insidieuse. Elle avait compris que la seule véritable vulnérabilité de Clara était ses enfants. Elle commença à lui envoyer des photos d'elle avec les jumeaux, en particulier avec Alexandre, le portrait craché de son père. Des photos prises lors de sorties au jardin d'acclimatation, chez le glacier, des moments de complicité fabriqués pour la blesser. Les images étaient souvent accompagnées de messages textes empoisonnés. « Alexandre m'a dit aujourd'hui qu'il aimerait que je sois sa nouvelle maman. C'est adorable, non ?» Ou encore « Léo est si calme avec moi, je crois que mon énergie l'apaise. Il a besoin de force autour de lui. » Chaque message était un coup de poignard, une tentative de saper sa confiance en son rôle de mère. Clara savait qu'elle ne devait pas réagir, qu'elle devait protéger ses fils de ce conflit. Elle répondait par un silence glacial, mais à l'intérieur, la peur et la rage grondaient. Véronique n'essayait pas seulement de lui voler son mari et sa maison, elle tentait de lui voler la seule chose qui lui restait, l'amour de ses enfants. Le point de rupture fut atteint un mardi après-midi, un jour gris et maussade. En rentrant dans la chambre des jumeaux, Clara y trouva Véronique, en train de trier leurs vêtements. Des piles étaient formées sur le lit, à garder, à donner. Elle agissait comme si elle était déjà la seule décisionnaire de leur vie. Clara s'arrêta sur le seuil, le sang glacé dans ses veines.
Véronique leva les yeux, un sourire narquois sur les lèvres. Elle tenait un petit pull en cachemire bleu, celui que Léo adorait. « Celui-ci est un peu usé, tu ne trouves pas ?» dit-elle d'un ton faussement léger. Puis elle ajouta la phrase qui fit tout basculer. « Et puis, il est un peu fragile, comme son porteur. » Cette remarque, cette association cruelle entre la santé délicate de son fils et une faiblesse de caractère, prononcée dans l'espace le plus sacré de sa vie, fit voler en éclats la digue qui contenait sa douleur. C'était une attaque non pas contre elle, mais contre son enfant. Une ligne rouge venait d'être franchie, une ligne que seule une personne dépourvue de toute humanité pouvait oser franchir. Une chose étrange se produisit alors en Clara. La douleur incandescente, la honte paralysante, la peur viscérale, tout cela disparut, remplacé par un calme absolu, un vide froid et tranchant comme une lame de glace. Elle ne cria pas, ne pleura pas. Elle regardait Véronique, mais elle ne voyait plus une rivale triomphante. Elle voyait une créature pathétique, une femme si désespérée de s'approprier une vie qui n'était pas la sienne qu'elle avait commis l'impensable, construisant son futur sur un crime monstrueux. À cet instant précis, Clara cessa d'être une victime. La femme douce et soumise, celle qui avait enduré les humiliations en silence, mourut. À sa place, naquit une stratège, une force de la nature mue par un amour maternel devenue une arme redoutable. Elle ne se battait plus pour survivre, mais pour rendre justice. Elle se retourna sans un mot, laissant Véronique déconcertée par son manque de réaction. Le masque de la soumission était encore en place, mais derrière, ses yeux brillaient d'une lueur nouvelle, celle d'une prédatrice qui vient de repérer sa proie. Ce soir-là, après avoir bordé ses enfants et leur avoir lu une histoire avec une voix plus douce que jamais, Clara se retira dans le petit bureau qui lui restait. Elle composa le numéro de Maître Legrand. Sa voix au téléphone était méconnaissable, ferme, dénuée de toute inflexion de peur ou de tristesse. « Maître, dit-elle simplement, ils ont dépassé toutes les limites. C'est le moment. Lancez la procédure. Demandez une audience en urgence. Je suis prête. » Il y eut un court silence à l'autre bout du fil, puis l'avocat répondit avec une gravité respectueuse. « Très bien, madame. Je m'en occupe dès demain matin. Tenez bon. » Après avoir raccroché, Clara se dirigea vers la grande fenêtre qui donnait sur les lumières de Paris. Elle ne voyait plus une ville qui l'avait rejetée, mais un échiquier. La partie venait de commencer. Arnaud et Véronique pensaient avoir gagné en la poussant au bord du précipice. Ils ne réalisaient pas qu'il lui avait seulement appris à voler et qu'elle s'apprêtait à fondre sur eux avec la force d'un aigle. La justice n'était plus une option, c'était une certitude. La première lueur d'espoir, ou peut-être de terreur, naquit dans le silence stérile d'un cabinet médical. L'hématologue, un homme d'une cinquantaine d'années à l'air bienveillant, étudia les résultats des tests génétiques de Léo avec une concentration professionnelle. Il cherchait la cause de cette anémie si particulière qui affaiblissait le petit garçon. Après un long silence, il leva les yeux vers Clara, une lueur de perplexité dans le regard. « C'est une simple curiosité scientifique, madame, ne vous alarmez pas, » commença-t-il avec précaution. « Mais certains marqueurs génétiques de votre fils sont extrêmement rares. Ce qui est plus étrange, c'est qu'ils ne correspondent ni à votre profil, ni à celui que nous avons de monsieur Arnaud. » La phrase, prononcée sur un ton neutre, explosa dans l'esprit de Clara avec la force d'une déflagration. Le sol sembla se dérober sous ses pieds. Une simple curiosité scientifique. Pour elle, c'était l'ouverture d'une boîte de Pandore, le début d'un soupçon si monstrueux, si impensable, qu'elle faillit en perdre le souffle. Elle remercia le médecin d'une voix blanche, son esprit tourbillonnant déjà, cherchant à assembler les pièces d'un puzzle dont elle ne soupçonnait même pas l'existence quelques minutes plus tôt. Cette anomalie génétique réveilla un souvenir enfoui, une image floue et angoissante qu'elle avait reléguée dans les profondeurs de sa mémoire. La maternité. La naissance des jumeaux avait été chaotique, prématurée de quelques semaines. Elle se souvint de l'agitation du personnel, d'une brève coupure de courant qui avait plongé l'étage dans une pénombre inquiétante pendant quelques minutes interminables. Et puis, un autre détail plus précis refit surface. La visite de Véronique, le surlendemain. Elle était entrée dans la chambre, le visage étrangement fermé, presque dur.
Elle tenait dans ses bras son propre fils, né dans la même clinique, à quelques jours d'intervalle. Clara se rappela avoir trouvé son attitude distante, presque froide, alors qu'elle regardait les deux berceaux où dormaient Alexandre et Léo. À l'époque, elle avait mis cela sur le compte de la fatigue postpartum. Mais aujourd'hui, avec la remarque du médecin résonnant dans sa tête, ce souvenir prenait une teinte sinistre. Le regard de Véronique ce jour-là n'était pas celui d'une amie venue féliciter une nouvelle mère. C'était le regard d'une joueuse de poker qui venait d'abattre sa carte maîtresse sans que personne n'en s'en aperçoive. Poussée par une intuition qui tenait désormais de la certitude, Clara sut qu'elle ne pouvait plus vivre avec le doute. Elle devait savoir. Agir seule et en secret était sa seule option. Toute confrontation directe la ferait passer pour une hystérique, une femme brisée par le chagrin du divorce. Elle commença alors une opération clandestine, un balai de furtivité au sein de sa propre maison. Chaque geste était calculé, chaque instant choisi avec une précision d'horloger. Une nuit, alors que les jumeaux dormaient profondément, elle coupa délicatement une mèche de cheveux de Léo, puis une autre d'Alexandre, les plaçant dans des sacs de congélation distincts et méticuleusement étiquetés. Pour Arnaud, ce fut plus simple. Sa brosse à cheveux, laissée négligemment sur la commode, contenait ce dont elle avait besoin. Le plus difficile fut d'obtenir un échantillon de Véronique. Elle y parvint lors d'une visite de cette dernière, récupérant discrètement le verre à cocktail qu'elle venait d'utiliser. Chaque étape de ce processus la remplissait d'une terreur glaciale, mais aussi d'une détermination nouvelle. Elle n'était plus une victime passive, elle était devenue une enquêtresse, une mère prête à tout pour découvrir la vérité sur ses propres enfants. L'attente des résultats fut la période la plus longue et la plus angoissante de sa vie. Chaque jour qui passait était une torture psychologique, un pendule oscillant entre l'espoir insensé de s'être trompée et la peur terrifiante d'avoir raison. Elle devait continuer à jouer son rôle de femme abattue, endurer les sarcasmes d'Arnaud et les sourires venimeux de Véronique, tout en portant ce secret explosif qui menaçait de la consumer de l'intérieur. Elle passait ses nuits à scruter les visages endormis de ses fils, cherchant des ressemblances, des indices, se torturant l'esprit avec des questions sans réponse. Aimait-elle Léo différemment? Bien sûr que non. Son amour pour lui était aussi féroce et inconditionnel que pour Alexandre. Cette pensée la rassurait et la terrifiait à la fois. Si le pire était vrai, cela ne changerait rien à ses sentiments, mais cela redéfinirait entièrement son passé et son avenir. Elle comprit que la vérité, quelle qu'elle soit, serait son arme ou sa destruction. Pendant que ses adversaires la croyaient à terre, elle se préparait en silence à une guerre dont il ne connaissait même pas l'existence, une guerre pour l'âme même de sa famille. Le jour où l'enveloppe du laboratoire arriva, discrètement glissée dans une boîte postale qu'elle avait louée sous un faux nom, son cœur manqua un battement. Elle attendit que la maison soit vide, s'enferma à double tour dans la petite bibliothèque et, les mains tremblantes, déchira le papier. Les termes techniques du rapport dansaient devant ses yeux, mais les conclusions étaient d'une clarté brutale, clinique et sans appel. Le premier test confirmait qu'Arnaud était bien le père biologique d'Alexandre, avec une probabilité de 99,99%. Elle sentit une vague de soulagement mêlée de crainte. Puis elle lut la suite. Le second test excluait formellement Arnaud comme étant le père biologique de Léo. Un abîme s'ouvrit sous ses pieds. Mais le coup de grâce, la révélation qui transforma sa douleur en une rage incandescente, se trouvait dans le rapport complémentaire qu'elle avait demandé. L'analyse de l'échantillon prélevé sur le verre de Véronique révélait une compatibilité maternelle quasi certaine avec Léo. La vérité était là, noir sur blanc. Véronique n'avait pas seulement volé son mari, elle avait volé son fils, échangeant les bébés à la maternité pour placer son propre enfant comme héritier de la fortune d'Arnaud. Le choc la laissa vide, pétrifiée pendant de longues minutes. Les larmes ne vinrent pas. À la place, une froideur surnaturelle s'empara d'elle, une clarté d'esprit terrifiante. La femme douce et conciliante qu'elle avait été s'évapora, remplacée par une stratège implacable. Elle comprit instantanément l'ampleur de la machination de Véronique, une ambition si dévorante et si patiente qu'elle en était monstrueuse. Elle avait planifié son ascension des années à l'avance, utilisant son propre enfant comme un pion dans un jeu cruel. Clara réalisa que toute confrontation directe serait suicidaire. Arnaud, aveuglé par son ego et son amour pour Véronique, la traiterait de folle.
Véronique nierait avec l'aplomb d'une sociopathe, retournant l'accusation contre elle, l'accusant de calomnie pour obtenir un meilleur accord de divorce. Ils utiliseraient leur fortune et leur influence pour la détruire, pour la faire interner s'il le fallait. Non, elle ne leur donnerait pas cette satisfaction. La vérité n'était pas une arme à utiliser dans une dispute de couple, c'était une bombe nucléaire, et elle devait choisir le moment et le lieu parfait pour la faire exploser, afin que l'onde de choc ne laisse rien debout de leur monde de mensonges. Elle savait qu'elle ne pouvait pas mener cette bataille seule. Elle avait besoin d'un allié, d'un expert qui comprendrait que cette affaire dépassait de loin le cadre d'un simple divorce. Ses recherches la menèrent à maître Antoine Lebrun, un avocat dont la réputation était aussi impeccable que discrète. Son cabinet, situé dans une rue tranquille près du palais de justice, n'avait rien de l'opulence de celui de Maître Dubois. C'était un lieu de travail, pas de représentation. Clara s'assit en face de lui et, d'une voix calme et posée, lui raconta toute l'histoire, depuis la remarque de l'hématologue jusqu'au résultat du test ADN qu'elle posa sur son bureau en acajou. Maître Legrand l'écouta sans l'interrompre, son visage une toile d'impassibilité. Quand elle eut fini, il examina les documents en silence pendant un long moment. Puis il releva la tête et pour la première fois, Clara vit une lueur d'acier dans ses yeux. « Madame, dit-il d'une voix grave, ce que vous avez là est dévastateur. Notre stratégie sera simple. Nous allons les laisser croire qu'ils ont gagné. Continuez à jouer le rôle de la victime. Et au tribunal, nous ne demanderons pas justice, nous la prendrons. » Le quittant le cabinet de Maître Legrand, Clara se sentit transformée. Le poids de la solitude s'était allégé, remplacé par le bardeau d'un plan secret. Elle avait désormais une feuille de route, une stratégie conçue par un esprit aussi brillant que calculateur. Le conseil de l'avocat résonnait en elle. L'arrogance est leur plus grande faiblesse. Nourrissez-la. Elle rentra à l'hôtel particulier et enfila son masque de soumission avec une conviction nouvelle. Chaque humiliation qu'elle subissait n'était plus une blessure, mais un investissement. Chaque regard méprisant d'Arnaud, chaque pique empoisonnée de Véronique devenait une brique de plus dans la forteresse de leur suffisance, une forteresse qu'elle s'apprêtait à faire s'effondrer de l'intérieur. Elle les observait dîner, rire, planifier leur avenir sur les ruines de sa vie, et elle ne ressentait plus de douleur. Elle ressentait une patience de prédateur. Il les voyait comme une souris acculée dans un coin, ignorant qu'elle n'était pas la proie. Elle était le piège, un piège élégant, silencieux et mortel, qui attendait patiemment son heure pour se refermer sur eux. Pendant que Clara organisa sa riposte dans l'ombre, Arnaud avançait ses pions en pleine lumière, avec la certitude d'un roi sur son échiquier. Dans le bureau luxurieux de Maître Dubois, il passait en revue les derniers détails de l'accord de divorce, un document conçu pour anéantir Clara financièrement et moralement. Il ria de sa demande de paternité, la qualifiant de dernière convulsion d'une femme aux abois. Pour lui, ce n'était qu'une tactique pathétique pour grappiller quelques euros de plus. Aveuglé par sa propre importance, il accélérait la vente de certaines de leurs propriétés communes, transférant les fonds vers des comptes à son seul nom, persuadé que le jugement ne serait qu'une simple formalité. Il planifiait déjà son mariage avec Véronique, consultant des organisateurs d'événements pour une cérémonie fastueuse à Saint-Barthélemy. Chaque signature, chaque appel téléphonique était empreint d'un mépris total pour la femme qu'il avait autrefois promise de chérir. Il ne la voyait plus comme une personne, mais comme un problème administratif en voie de résolution, un dernier obstacle sur le chemin de sa vie parfaite, ignorant que le véritable obstacle était son propre aveuglement. En contraste frappant avec cette agitation arrogante, les journées de Clara se déroulaient dans un calme méthodique, une chorégraphie silencieuse orchestrée par Maître Legrand. Elle se rendait à son cabinet par des chemins détournés, vêtue simplement pour ne pas attirer l'attention. Dans le silence feutré de son bureau, loin des dorures et du marbre du monde d'Arnaud, il peaufinait leur stratégie. L'avocat lui conseillait de ne contester aucune des premières requêtes d'Arnaud. Laissez-le croire que vous êtes résignée, madame. Signez les accords préliminaires concernant la division des biens mobiliers. Plus il se sentira en contrôle, plus sa chute sera vertigineuse. Clara suivait ses instructions à la lettre, son visage affichant une tristesse convaincante lorsqu'elle retournait les documents paraphés à Maître Dubois. Chaque signature était un acte de soumission calculé, une concession stratégique qui endormait la méfiance de l'adversaire.
Elle jouait le rôle de la brebis menée à l'abattoir, alors qu'en réalité, elle était le loup qui attendait patiemment que le troupeau se disperse pour isoler sa véritable cible, qui n'était pas seulement son mari, mais la femme qui tirait les ficelles. Véronique, quant à elle, savourait sa victoire anticipée avec une ostentation presque vulgaire. Elle avait pris possession de l'hôtel particulier, congédiant le personnel fidèle à Clara pour le remplacer par des employés à sa dévotion. Elle passait ses journées avec des architectes d'intérieur, effaçant toute trace du passage de sa rivale, choisissant de nouvelles couleurs, de nouveaux meubles, comme pour réécrire l'histoire des lieux à son image. Un après-midi, en fouillant dans un tiroir du bureau de Clara, elle tomba sur une brochure d'un laboratoire d'analyse génétique. Elle fronça les sourcils un instant, une ombre d'inquiétude traversant son visage. Mais son arrogance reprit vite le dessus. Elle se persuada qu'il s'agissait d'une recherche désespérée de Clara liée à la maladie de Léo, une autre preuve de sa faiblesse et de son incapacité à faire face. Elle jeta la brochure à la poubelle avec un rire méprisant, se disant que Clara était si prévisible dans son drame. Elle ne pouvait imaginer que ce simple bout de papier était l'avant-goût de l'apocalypse qui se préparait, une bombe à retardement dont elle avait elle-même allumé la mèche des années auparavant. Clara ne se contentait pas d'attendre le verdict du tribunal. Guidée par Maître Legrand, elle menait sa propre enquête pour solidifier son dossier. Elle passa plusieurs après-midi aux archives de l'hôpital où les jumeaux étaient nés, un lieu froid et impersonnel où le passé était consigné dans des registres poussiéreux. Sous prétexte de recherche généalogique, elle obtint l'accès au planning du personnel de la maternité de cette fameuse semaine. L'odeur du vieux papier et le silence des lieux contrastaient avec la violence de la vérité qu'elle cherchait. Après des heures de recherche fastidieuse, elle trouva ce qu'elle cherchait. Le nom d'une infirmière de nuit, une certaine Madame Dubois, qui avait pris sa retraite quelques mois après la naissance des enfants. Un détail attira son attention. Cette infirmière avait demandé un transfert dans un autre service, juste après l'incident de la coupure de courant, citant un stress excessif. Ce n'était pas une preuve, mais c'était une piste, un fil qu'elle pouvait tirer pour commencer à défaire le nœud serré du mensonge de Véronique, ajoutant une couche de crédibilité à la révélation à venir. Pendant ce temps, Arnaud était totalement absorbé par la finalisation de ce qu'il appelait le grand nettoyage. Il organisa une réunion avec ses conseillers financiers dans une salle de conférence au sommet d'un gratte-ciel de la Défense, dominant Paris. Le but était de restructurer ses actifs pour minimiser l'impact fiscal de son futur mariage avec Véronique et s'assurer que Clara ne puisse jamais prétendre à une part de sa fortune future. Avec un sourire satisfait, il signa des documents complexes, créant des sociétés écrans et des fiducies en nom de ses parents, vidant les comptes joints qu'il partageait encore légalement avec sa femme. Il se sentait invincible, un maître du jeu financier, déplaçant des millions d'un seul trait de stylo. Un de ses avocats, plus prudent, lui suggéra d'attendre le jugement final avant de procéder à des transferts aussi massifs. Arnaud balaya l'objection d'un revers de main. « Ne vous inquiétez pas, elle est finie. Elle n'a ni les moyens ni l'intelligence de contester quoi que ce soit. C'est juste une formalité. » Cette confiance aveugle était précisément le poison qu'il s'administrait lui-même, goutte après goutte. La rencontre avec l'ancienne infirmière eut lieu dans un petit café anonyme de banlieue, loin des regards indiscrets. Madame Dubois était une femme âgée, aux mains tremblantes et au regard fatigué. Au début, elle fut réticente, effrayée à l'idée de remuer de vieux souvenirs. Mais Clara, avec une douceur et une sincérité désarmantes, lui parla non pas comme une accusatrice, mais comme une mère cherchant à comprendre. Elle lui montra des photos de Léo et d'Alexandre, lui raconta la maladie de son fils. Touchée, l'infirmière finit par parler. Elle se souvint de la confusion de cette nuit-là, de la coupure de courant et surtout de l'attitude étrange de Véronique qui avait insisté pour rester près des couveuses malgré le protocole. Elle se rappela avoir eu un doute fugace, une sensation que quelque chose n'allait pas, mais dans le chaos, elle n'avait rien dit. Son témoignage ne prouvait rien de façon concluante, mais il dessinait un contexte, une atmosphère de suspicion qui corroborerait parfaitement les preuves scientifiques. Maître Legrand était ravi. Il ne s'agissait plus seulement d'un test ADN, mais d'un récit humain qui rendrait la fraude encore plus monstrueuse aux yeux du juge. La veille de l'audience, Arnaud décida de porter le coup de grâce psychologique. Il fit livrer par un huissier une mise en demeure ordonnant à Clara de quitter l'hôtel particulier dans les 48 heures suivant le jugement.
La lettre, rédigée dans un jargon juridique glacial, précisait que si elle ne s'exécutait pas, ses affaires personnelles seraient mises en caisse et entreposées dans un garde-meuble à ses frais. C'était un acte d'une cruauté calculée, destiné à la terroriser, à lui montrer qu'elle n'avait plus aucun refuge, aucun lieu où se sentir chez elle. Il voulait qu'elle arrive au tribunal le lendemain matin, non seulement vaincue, mais déjà sans abri, une femme brisée et sans espoir. En lisant le document, Clara ne ressentit pourtant aucune peur. Au contraire, elle sentit une vague de pitié pour cet homme si puissant et si petit à la fois, un homme qui avait besoin de l'écraser pour se sentir fort. Elle plia soigneusement la lettre et la posa sur son bureau. C'était le dernier clou qu'Arnaud plantait lui-même dans le cercueil de son monde. Demain, elle n'allait pas seulement se battre pour une maison, elle allait reprendre les clés de sa propre vie. Cette nuit-là, Paris offrait un spectacle de contrastes saisissants. Dans un restaurant 3 étoiles au sommet de la Tour Eiffel, Arnaud et Véronique célébraient leur victoire imminente. Le champagne coulait à flots et leur rire résonnait contre les baies vitrées qui surplombaient la ville lumière. Ils trinquaient à leur avenir, à leur nouvelle vie, à la chute de celle qu'ils considéraient comme un simple dommage collatéral de leur bonheur. Véronique, radieuse, parlait déjà de la décoration de la chambre d'Alexandre, son véritable héritier. Pendant ce temps, à quelques kilomètres de là, dans le silence de l'hôtel particulier qu'elle s'apprêtait à quitter, Clara était assise dans la chambre de ses fils. Elle ne pleurait pas. Elle les regardait dormir, Léo et Alexandre, ces 2 garçons, ces 2 amours. Elle leur murmura une promesse, que plus jamais personne ne les utiliserait, ne les blesserait. Puis elle se leva et rejoignit Maître Legrand pour un dernier appel téléphonique, confirmant les derniers détails. Elle était calme, sereine, portée par une force qu'Arnaud et Véronique ne pourraient jamais comprendre, celle d'une mère qui se bat non pas pour la richesse, mais pour la vérité. Le lendemain matin, le parvis du tribunal de grande instance était un théâtre de pouvoir et d'apparence. Arnaud arriva le premier, sortant d'une berline noire avec chauffeur, son costume impeccable et son air dominateur attirant les quelques journalistes présents. Véronique était à son bras, portant des lunettes de soleil de créateur comme un bouclier, son sourire affichant une confiance presque agressive. Ils marchaient comme des conquérants se rendant à une cérémonie de capitulation. Quelques minutes plus tard, Clara arriva, seule, dans un simple taxi. Elle portait une robe bleu marine sobre, ses cheveux relevés en un chignon simple. Elle n'avait ni bijoux ostentatoires, ni attitude provocatrice. Mais dans sa démarche, il y avait une dignité nouvelle, une assurance tranquille qui déconcerta Véronique l'espace d'une seconde. En montant les marches de marbre froid, Clara sentit le poids de tous les regards, mais elle ne fléchit pas. Ils entraient tous dans la même salle d'audience, mais ils ne se rendaient pas au même procès. Arnaud et Véronique venaient pour assister à son exécution sociale. Elle venait pour assister à la naissance de la justice, tenant dans une simple enveloppe le pouvoir de faire s'effondrer leur empire de mensonges. Le silence dans la salle d'audience était devenu si dense qu'on aurait pu le trancher au couteau. Maître Dubois venait de conclure sa plaidoirie avec un air de triomphe, s'asseyant à côté d'un Arnaud visiblement satisfait. Tous les regards se tournèrent vers le juge, attendant la conclusion inévitable de cette exécution publique. Mais l'homme de loi, impassible derrière ses lunettes, ne regardait ni Arnaud ni Clara. Son attention était entièrement portée sur l'enveloppe en papier kraft posée devant lui. Il se racla la gorge, et sa voix résonna avec une autorité nouvelle qui fit taire les derniers murmures. Avant de suspendre l'audience pour délibération, il reste un dernier élément à verser au dossier. Une pièce jointe à la requête de Madame Clara concernant une vérification de filiation ordonnée par ce tribunal il y a plusieurs semaines. Un frisson parcourut l'assemblée. Arnaud fronça les sourcils, un éclair d'agacement traversant son visage. Il considérait cette manœuvre comme une perte de temps, une dernière tentative pathétique de sa femme pour retarder l'inévitable. Il ne pouvait imaginer que cette simple enveloppe ne contenait pas une question, mais une réponse qui allait faire s'effondrer tout son univers. Avec des gestes lents et délibérés, le juge déchira le sceau de l'enveloppe. Le bruit du papier froissé fut le seul son audible dans la salle pétrifiée. Il sortit un document de plusieurs pages, l'ajusta devant lui et commença à lire d'une voix neutre et clinique.
Conformément aux analyses génétiques comparatives effectuées par le laboratoire assermenté, il est établi avec une probabilité de 99,99% que M. Arnaud de la Roche est bien le père biologique de l'enfant Alexandre de la Roche. Un soupir de soulagement collectif, presque déçu, parcourut les rangs des curieux. Arnaud esquissa un sourire méprisant en direction de Clara, comme pour lui dire « Tu as joué ta dernière carte et tu as perdu ». Véronique, à ses côtés, lui serra le bras, un geste de victoire définitive. Elle se voyait déjà maître de maison, élevant le seul et unique héritier de la fortune. Pour eux, l'affaire était entendue. La tentative désespérée de Clara venait d'échouer lamentablement, laissant encore plus ridicule et isolée qu'auparavant une simple note de bas de page dans la grande histoire de leur triomphe. Le juge fit une pause, leva les yeux du document un bref instant, puis les replongea dans le texte. Son ton ne changea pas, mais les mots qui suivirent frappèrent la salle comme un coup de foudre. Cependant, le même rapport d'expertise conclut, avec une certitude de 100%, à l'exclusion de la paternité de M. Arnaud de la Roche concernant le second enfant, Léo de la Roche. Le silence qui suivit fut absolu, assourdissant. Le sourire d'Arnaud se figea, se transforma en un masque d'incompréhension totale. Le sang quitta son visage, le laissant d'une pâleur cadavérique. Il se tourna vers son avocat, maître Dubois, dont la mâchoire s'était crispée, toute son assurance professionnelle s'étant évaporée en une fraction de seconde. Véronique avait lâché son bras, ses yeux s'écarquillant de panique. L'accusation implicite d'infidélité planait dans l'air, et Arnaud, dans sa fureur naissante, se tourna vers Clara avec un regard meurtrier. Mais ce n'était pas encore la vérité. Ce n'était que le début de la démolition, la première fissure dans le barrage avant que le torrent ne dévaste tout sur son passage. Une vague de murmures choqués s'éleva de l'audience, rapidement réprimée par un coup de marteau du juge. Les journalistes qui s'étaient assoupis griffonnaient maintenant frénétiquement dans leurs carnets. Arnaud, se levant à moitié, pointa un doigt accusateur vers Clara. « C'est un mensonge, une manipulation !» hurla-t-il, sa voix brisée par la rage et l'humiliation. Il était persuadé d'une trahison, d'une infamie commise par cette femme qu'il avait jugée si insignifiante. Il ne pouvait pas imaginer que la vérité était infiniment plus complexe et plus monstrueuse. Clara, elle, ne bougea pas. Elle ne lui jeta même un regard. Son visage restait serein, mais ses yeux brillaient d'une lueur de justice imminente. Elle laissait la vérité faire son œuvre, se dérouler pièce par pièce comme un mécanisme d'horlogerie qu'elle avait patiemment remonté dans le secret. Véronique, quant à elle, était devenue livide. Elle se recroquevillait sur son siège, essayant de se faire la plus petite possible, comprenant que le véritable piège n'a pas encore été révélé, mais qu'il était sur le point de se refermer sur elle. Le juge ignora l'explosion d'Arnaud et poursuivit sa lecture avec une gravité solennelle. Le rapport ne s'arrête pas là. Suite à une requête spécifique du Conseil de Madame, une analyse complémentaire a été effectuée pour déterminer la filiation maternelle de l'enfant Léo. Il marqua une nouvelle pause, laissant le poids de ses mots s'installer. Chaque seconde d'attente était une torture pour Arnaud et Véronique. Puis la bombe finale explosa. Les résultats confirment, avec une probabilité de 99,99%, que la mère biologique de l'enfant Léo de la Roche est Madame Véronique Aumont. Si la première révélation avait été un coup de foudre, celle-ci fut un tremblement de terre qui fit s'effondrer les fondations mêmes de leur réalité. Le mensonge, le crime odieux commis des années plus tôt dans le secret d'une maternité, venait d'être exposé à la lumière crue de la justice, transformant la salle d'audience en une scène de théâtre tragique où les masques tombaient avec une violence inouïe. Le masque de Véronique ne tomba pas, il vola en éclats. Un cri strident, un son presque animal s'échappa de sa gorge. Elle se leva d'un bond, le visage déformé par la terreur et la fureur. « Non, c'est faux, c'est une sorcière, elle a tout inventé !» hurla-t-elle en direction de Clara, ses mains manucurées se crispant en griffes. Sa réaction fut si viscérale, si dénuée de contrôle, qu'elle anéantit toute possibilité de doute. C'était l'aveu d'une coupable démasquée, la panique d'une criminelle prise au piège. Les flashs des appareils photo crépiteurs, immortalisant sa chute spectaculaire.
Elle avait passé des années à construire une façade de sophistication et de supériorité, et tout s'effondrait en quelques secondes sous le poids d'une vérité scientifique implacable. Son ambition dévorante, son plan diabolique pour s'assurer une place au sommet, tout était désormais exposé comme une fraude pathétique, la réduisant à une figure de mépris et de pitié aux yeux de tous ceux qu'elle avait voulu impressionner. Arnaud, lui, était figé, comme pétrifié sur place. La colère avait laissé place à un vide abyssal. Il regardait Véronique non plus comme la femme qu'il aimait, mais comme un monstre qu'il avait dupé de la manière la plus intime et la plus cruelle qui soit. Il comprit tout, sa protection obsessionnelle envers Alexandre, son indifférence pour Léo, son assurance insolente. Il n'avait pas été un roi choisissant sa nouvelle reine, il avait été un pion, un simple instrument dans le plan machiavélique d'une autre. Son empire, sa lignée, son nom, tout ce qui constituait le socle de son identité avait été bafoué, souillé par un mensonge. Puis, son regard se posa sur Clara. Pour la première fois depuis des années, il la voyait vraiment. Il ne voyait pas la femme modeste et effacée, mais une force tranquille, une intelligence redoutable qu'il avait méprisée et sous-estimée. L'humiliation qu'il avait voulu lui infliger lui revenait en plein visage, multipliée par 1000. Il avait perdu bien plus qu'un procès de divorce, il venait de perdre sa dignité. Maître Legrand se leva alors, non pas avec l'exubérance d'un vainqueur, mais avec la gravité d'un homme de loi rétablissant l'ordre. Sa voix, calme mais ferme, couvrit le chaos ambiant. « Monsieur le juge, au vu de ces révélations, qui constituent une preuve de fraude, de substitution d'enfants et de préjudice moral d'une gravité exceptionnelle, nous demandons non seulement la révision complète de toutes les propositions de règlement, mais également l'ouverture d'une enquête pénale. De plus, nous demandons la garde exclusive et immédiate des 2 enfants pour ma cliente afin de les protéger de cet environnement toxique et frauduleux. » Chaque mot était un clou planté dans le cercueil de l'arrogance d'Arnaud et de Véronique. La balance du pouvoir ne s'était pas simplement équilibrée, elle s'était inversée de manière si brutale et si complète que l'ancien monde venait de cesser d'exister. Clara n'était plus la victime, elle était désormais celle qui dictait les termes, non par vengeance, mais par droit et par justice. Le juge acquiesça gravement, sa décision déjà prise. Pendant que les huissiers tentaient de maîtriser une Véronique en pleine crise d'hystérie et qu'Arnaud s'effondrait sur son banc anéanti, Clara se leva. Elle ne leur accorda pas un seul regard. Lentement, avec une dignité royale, elle traversa la salle d'audience, son avocat à ses côtés. Les gens s'écartaient sur son passage, la regardant avec un mélange de respect et d'admiration. Elle n'avait pas prononcé un mot, mais sa victoire était totale, assourdissante. En sortant dans la lumière du jour, elle respira profondément, pour la première fois depuis des mois, un air de liberté. Elle n'avait pas seulement gagné un procès, elle avait repris le contrôle de sa vie, protégé ses enfants et prouvé au monde entier que la vérité, même murmurée, pouvait faire tomber les empires les plus arrogants. Elle laissait derrière elle les ruines d'un monde de mensonges, prête à construire le sien, un monde basé sur l'amour inconditionnel et la force tranquille qu'elle avait découverte en elle. La sortie du tribunal fut un chaos orchestré par les médias, un spectacle brutal qui scella la chute publique d'Arnaud et de Véronique. Aveuglés par les flashs crépitants des appareils photos, ils furent assaillis par une meute de journalistes hurlant des questions comme des accusations. Le visage d'Arnaud, autrefois un masque d'arrogance impénétrable, était maintenant décomposé par une fureur impuissante. Il tentait de se frayer un chemin, bousculant les caméras, son costume de grand couturier soudainement froissé, pathétique. Véronique, quant à elle, était méconnaissable. Ses hurlements stridents se mêlaient au clic des obturateurs, son maquillage coulant sur ses joues dans des traînées noires de désespoir. Elle n'était plus la séductrice calculatrice, mais une bête traquée, exposée dans sa misère. Quelques mètres derrière eux, Clara sortait, tenant fermement la main de Maître Legrand. Elle ne souriait pas, mais son visage était empreint d'une sérénité nouvelle. Elle ignora les questions, traversant la foule avec une dignité silencieuse qui contrastait violemment avec l'hystérie de ses adversaires. Dans cette sortie, tout était dit. Les puissants étaient devenus des proies, et la proie était devenue une reine. Les répercussions légales et financières furent aussi rapides qu'impitoyables, orchestrées avec une précision chirurgicale par Maître Legrand. Avant même qu'Arnaud ait pu retenir son bureau, une notification de gel immédiat de tous ses avoirs personnels et des comptes joints lui fut signifiée.
La fraude avérée de la substitution d'enfants avait rendu caducs tous les accords prénuptiaux et donné à Clara un pouvoir de négociation quasi absolu. Simultanément, le procureur de la République, alerté par le juge, ouvrait une enquête pénale contre Véronique pour substitution d'enfants, enlèvement et fraude à l'état civil, des crimes passibles de lourdes peines de prison. Arnaud, quant à lui, était convoqué comme témoin et potentiellement comme complice. Le grand nettoyage financier qu'il avait planifié pour évincer sa femme se retournait contre lui avec une ironie cruelle. Assis dans le bureau de son avocat, désormais incapable de signer le moindre chèque sans autorisation judiciaire, il comprit qu'il n'avait pas seulement perdu une bataille d'ego, mais qu'il venait de perdre le contrôle de l'empire qui définissait toute son existence. L'argent, son arme la plus puissante, lui était désormais inutile. La disgrâce sociale fut encore plus violente. La famille de La Roche, dont le nom était synonyme de prestige et de discrétion depuis des générations, ne pouvait tolérer un tel scandale. Le père d'Arnaud, un patriarche au cœur de glace, le convoqua dans le bureau directorial de l'entreprise familiale. Il n'y eut ni cri ni reproche, seulement le silence glacial du mépris. « Tu as souillé notre nom », déclara le vieil homme d'une voix dénuée de toute émotion. « Tu as fait de notre lignée une farce, une manchette de tabloïd. Tu n'es plus digne de siéger à ce conseil. » En moins de 10 minutes, Arnaud fut démé de ses fonctions de président, ses actions placées sous tutelle familiale et son accès aux propriétés de la famille révoqué. Ses frères et sœurs, qui l'avaient autrefois soutenu dans son mépris pour Clara, se détournèrent de lui sans un mot. Il était devenu un paria, un lépreux dans le monde ultra-codifié de la haute société. L'humiliation ultime fut de voir le communiqué de presse officiel de l'entreprise qui annonçait son départ pour « raisons personnelles » et exprimait un soutien prudent mais public à Clara et aux enfants, les véritables victimes de cette tragédie inimaginable. L'inversion des rôles atteignit son apogée symbolique lorsque Clara retourna à l'hôtel particulier. La mise en demeure qu'Arnaud lui avait envoyée gisait encore sur son bureau, devenu un artefact absurde d'une époque révolue. C'est Arnaud qu'elle trouva dans le grand hall, en train de remplir une valise avec une précipitation fébrile, sous le regard impassible du nouveau personnel de sécurité engagé par Maître Legrand. Leurs yeux se croisèrent. Il n'y avait plus de mépris dans son regard, seulement un vide béant, la stupeur d'un homme qui a tout perdu. Elle ne dit rien. Elle n'avait pas besoin de parler. Son simple silence était une victoire plus assourdissante que n'importe quel discours. Elle monta à l'étage, dans la chambre des jumeaux, et les serra dans ses bras. En bas, elle entendit la lourde porte d'entrée se refermer. Arnaud était parti, chassé de la maison qu'il avait tenté de lui voler. Elle était seule, maîtresse des lieux, non pas par désir de possession, mais par la force de la justice. Pour la première fois depuis des années, les murs de marbre froid ne lui semblaient plus être ceux d'une prison, mais les fondations de sa nouvelle liberté. Pourtant, la véritable victoire de Clara ne résidait pas dans la possession de biens matériels. Quelques semaines plus tard, une fois les procédures de divorce finalisées à son écrasant avantage, elle prit une décision qui stupéfia tout le monde. Elle mit en vente l'hôtel particulier parisien et toutes les propriétés opulentes qu'elle avait obtenues. Avec l'argent, elle acheta un magnifique mas en pierre dans sa Provence natale, entouré de champs de lavande et d'oliviers, un retour aux sources, à l'authenticité qu'elle avait failli perdre. Elle y installa son atelier de céramique et surtout, elle y éleva ses 2 fils, Alexandre et Léo, loin de la toxicité et des faux-semblants de la haute société. Elle ne fit aucune distinction entre eux. Ils étaient ses fils, frères unis par un amour qui transcendait les liens du sang. Elle expliqua la vérité à Alexandre avec des mots simples, lui assurant que son amour pour lui était inconditionnel. Quant à Léo, il grandissait enfin dans un environnement où sa sensibilité n'était plus vue comme une faiblesse, mais comme une force, sous le regard aimant de la seule mère qu'il ait jamais connue. 1 an plus tard, par un après-midi d'été doré, Clara était assise sur la terrasse de son mas, un verre de citronnade à la main. Le parfum du thym sauvage flottait dans l'air, mêlé au chant des cigales. Dans le jardin, Alexandre et Léo, désormais inséparables, construisaient une cabane dans un vieil olivier, leur rire cristallin montant jusqu'à elle. C'était l'image du bonheur, simple, pur et véritable. Des nouvelles de Paris lui parvenaient parfois, fragments d'un monde lointain. Arnaud vivait en exil, ruiné et oublié. Véronique, après un procès retentissant, avait été condamnée à une peine de prison avec sursis et avait perdu tous ses droits parentaux. Mais ses échos ne l'atteignaient plus.
Elle avait transformé leur poison en antidote, leur haine en une force créatrice. En regardant ses fils jouer, libres et heureux sous le soleil provençal, elle comprit la morale de son histoire. Certains construisent des empires sur l'argent et les mensonges, des forteresses de vide et d'arrogance. Elle avait simplement choisi de construire une famille sur la vérité, et c'était là que résidait la seule richesse qui vaille la peine d'être défendue.